nous sommes quand même, depuis une vingtaine d'années, absolument submergés par à la fois cette propagande. Et ce qui moi, me frappe, c'est que cette idéologie est aussi une idéologie d'exclusion des femmes, en réalité. Et que les féministes qui sont tenues à la différenciation sexuelle ont elles-mêmes été assez rapidement nazifiées. On pourrait dire que la femme n'est finalement plus l'avenir de l'homme. L'avenir, ce sont les trans, et qui proclament donc à leur tour « Mon corps m'appartient, mon corps est une construction ». Donc le dernier film de David Cronenberg, qui est un film d'horreur, raconte un avenir dystopique où effectivement les gens sont les sculpteurs de leur propre corps. Leur corps leur appartient, et donc ils se greffent des oreilles un peu partout. Enfin, le film est absolument épouvantable parce qu'il décrit un futur catastrophique. Là, un dossier qu'on peut lire nulle part ailleurs. Rodolphe. Oui, et justement, en plus, le dossier montre bien qu'au-delà de l'aspect idéologique, il y a tout aussi, une configuration du biopouvoir autour. Alors, il y a l'entretien de Thomas avec Dany Robert Dufour qui montre bien, lui, comme d'habitude, sur son étude du marché, sur la société capitaliste, la fétichisation, ce genre de choses. Et même, j'ai trouvé que l'entretien entre Marie-Jo Bonnet et Daoud était assez intéressant, parce que même elle expliquait bien qu'autour du phénomène trans, il y a tout, une galaxie de médecins, de psychiatres, de lobbies, ce genre de choses qui va s'organiser autour. Donc au-delà de l'aspect aussi du combat des idées idéologiques et de l'aspect immatériel, il y a quand même toujours cette structure matérielle aussi qui va conditionner les choses. C'est pour ça que le dossier est assez intéressant à ce niveau-là, je pense. Il y a une mise au point aussi intéressante de David Lépée sur le fait qu'on est passé du transgenre au transsexuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, David, ce changement et ce qu'il implique ? C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, à peine plus, on était, avec quelques rares autres, un peu à la pointe de la critique d'un autre mouvement qui nous venait d'outre-Atlantique et qui était la théorie du genre, de ce qu'on a appelé comme ça. Donc tout ce qui est issu des travaux de Judith Butler sur la dissociation entre sexe biologique et genre culturel, sur ce qu'on a appelé la performativité, c'est-à-dire le fait de pouvoir simuler des identités de genre qui ne nous coïncident pas, mais en faisant usage d'une liberté qui serait complètement souveraine et sans limite. On critiquait volontiers ça au nom simplement des réalités biologiques. Seulement là, on est passé à un stade supérieur. On nous accusait à l'époque d'essentialisme, et bien là c'est le grand retour de l'essentialisme par sa gauche, pourrait-on dire, avec beaucoup de guillemets, dans la mesure où avant on disait au petit garçon, si tu as envie d'être une princesse, déguise-toi en fille, n'aie aucun complexe par rapport à ça. Maintenant on lui dit non, si tu as vraiment envie d'être une princesse, sois-le vraiment. Donc passe sur la table d'opération et change de sexe. C'est une réessentialisation, mais qui n'est pas une réconciliation avec la nature, si seulement. Non, bien au contraire, puisque la nature, on reconnaît son existence cette fois, mais c'est pour mieux la combattre et la mutiler. Ce qui se passe, c'est que toute une génération antérieure, on va dire, de gender fluide, de théoriciens queer, etc., sont combattus aujourd'hui par le mouvement trans, qui est en fait un mouvement transsexuel dans la mesure où il s'inscrit dans le domaine du médical, au nom d'un désir de coïncidence entre le sexe ressenti, rêvé, fantasmé, et le sexe réel qui cette fois doit se mettre au pas. Donc il y a l'idée d'une mise au pas, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire si la réalité naturelle ne suit pas mon fantasme, ce n'est pas mon fantasme qui devrait être adapté, mais c'est le contraire, c'est-à-dire c'est à la médecine de me mettre à jour par rapport à cette fantasmatique. C'est étonnant comme les choses ont muté dans ce sens-là, à tel point qu'aujourd'hui, les butlériens, tous les gens issus de cette première phase de la déconstruction, qui était la phase postmoderne, sont ringardisés, voire carrément diabolisés par les postmodernes woke. Ça paraît un peu technique quand on est en dehors de tout ça, mais c'est ça qui est intéressant, parce que c'est aussi technique que les débats théologiens sur le sexe des anges. Il y a le même côté dérisoire, mais ce côté dérisoire nous intéresse parce qu'il est le symptôme de quelque chose, et que pendant qu'on débat sur le sexe des anges, peut-être les barbares sont-ils aux portes de la ville comme jadis. Ou le débat entre j'ai entendu aussi, j'ai lu que la langue inclusive était aussi ringarde, puisque elle rend binaire, le masculin-féminin, alors que il faut dépasser
cette binarité. Oui, et justement aussi, David, vous faites un parallèle à un moment dans le dossier sur le phénomène pédophile, entre guillemets, dans les années 70-80, justement, avec Libération. Une étude canadienne montrait que 87% des adolescents qui sont mal à l'aise avec leur identité, entre guillemets, ce malaise ne persistait pas après à l'âge adulte. Et après, vous faites un parallèle, justement, où à l'époque, il y avait une grosse mise en avant, justement, du phénomène pédophile. On se souvient tous de la une de Libération, ce genre de choses. Et vous faites un parallèle assez judicieux avec aujourd'hui la mise en avant de ces enfants, pareil, avec une émission récente sur Quotidien, où on va mettre en avant, sous un côté souvent un peu positif, justement le changement de sexe des enfants. Donc là aussi, il y a un parallèle intéressant, je pense. Ah, mais ça, je pense que c'est même, à court terme, en tout cas, c'est l'aspect le plus grave de tout ça. Parce qu'on peut bien sûr se moquer des adultes qui se cherchent et qui se compromettent dans des expériences douteuses. Après tout, ça les regarde. Je suis assez libéral sur ce côté-là. Mais dès qu'il s'agit des enfants, alors c'est beaucoup plus grave, puisqu'il y a quand même la notion de responsabilité, de protection de l'enfance. Il a fallu attendre quelques décennies pour qu'on puisse enfin dire ce que à peu près tout le monde à l'époque déjà pensait, à savoir que la pédophilie est une abomination. Je ne dis pas que les gens, il y a 30 ou 40 ans, ne le pensaient pas comme nous. Ils n'étaient pas si différents que nous. La plupart des gens, les gens ordinaires. Oui. Ce qui était différent, c'était un certain discours officiel, celui d'une certaine classe, de certaines classes sociales, certains milieux, disons, culturo-mondains. On a cité Libération à dessein. Évidemment, ça n'engage qu'eux, mais ils étaient quand même toute une série. Et on se rappelle que ce soit, je sais pas, l'affaire Polanski, l'affaire Matzneff, ce qui frappe dans ces affaires, c'est que tout d'un coup, alors que les faits n'ont pas changé et que même ils auraient peut-être tendance à être prescrits avec le temps, eh bien la sévérité qui n'était pas là hier arrive tout d'un coup avec l'enthousiasme et la fureur de ceux qui ont à se faire pardonner leur coupable complaisance d'hier. Très bien que Libération ait ouvert les yeux sur les maltraitances faites aux enfants, mieux vaut tard que jamais par exemple, mais je crains que l'histoire se reproduise et se reproduise en pire. Non pas que je veuille faire une échelle dans le crime. Néanmoins, je pense que autant un abus sexuel commis sur un mineur est effectivement un crime susceptible de générer un traumatisme, autant le traumatisme, à mon avis, risque d'être encore plus grand quand il ne s'agit pas d'un abus ponctuel, mais d'un abus qui va impliquer l'ensemble de la vie, puisque, je vais dire une chose affreuse, mais on se fait violer une fois, alors quand on change de sexe, normalement c'est irréversible, et on a vu que les tentatives de réversibilité sont loin d'être parfaites et suscitent de nouveaux troubles identitaires. Alors même si ça concerne pour le moment une petite infime minorité de mineurs, le fait de légaliser ça dans de nombreux pays d'Europe, d'en faire la promotion dans les médias, est vraiment criminogène. Et je pense que d'ici 10 ans, 20 ans, en tout cas pas davantage, je l'espère, il y aura un même retournement de discours des élites et qu'il y aura carrément des tribunaux, que ce soit pour les médecins qui se sont livrés à ça, pour les médias qui en ont fait l'apologie, pour les juristes et les politiques qui ont laissé faire. Mais le plus tôt sera le mieux parce que le naturel reviendra au galop, mais en attendant, on risque d'avoir une génération sacrifiée et il se trouve que c'est celle de nos enfants. Exactement. Rodolphe. Oui, mais oui, mais je crois que c'est déjà le cas. Il y a eu déjà plusieurs entretiens, je crois, de personnes ou d'adolescents qui avaient fait des transitions, qui avaient été poussés, comme vous l'expliquez très bien dans l'article, par tout un système de psychiatres, de médecins, de lobbyistes aussi. Il y a eu des cliniques qui sont ouvertes. On sait que dans les pays du Commonwealth, comme aux États-Unis et en Angleterre, c'est un marché juteux. Alors là, pareil, ça c'est un sujet qui vous intéresse. Je pense que c'est la logique de marché, ce genre de choses. Où on va pousser pour toujours ouvrir toujours plus justement le marché, la consommation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, dans votre article, vous mettez le doigt sur quelque chose dont on voit déjà les prémices. En tout cas, c'est le retournement et justement toutes ces personnes qui demandent des comptes, entre guillemets, à ces gens qui les ont pas protégés en tant qu'enfants ou en tant qu'adolescents. Et alors, comme vous êtes tout à fait éclectique, vous nous parlez aussi de cinéma. Avec Lotte Eisner dans ce numéro. Ah oui, Lotte Eisner, tout à fait. Oui, qui était la plus grande critique du cinéma allemand, et la première d'ailleurs, qui travaillait au film Courir, et qui ensuite a eu une carrière européenne. Elle est devenue la maîtresse d'œuvre, ou du moins la cheville ouvrière de la création de la Cinémathèque française avec Henri Langlois. Et c'est une femme passionnante parce que son autobiographie, en fait, accompagnée de quelques entretiens, est un témoignage sur presque tout le cinéma européen du XXe siècle, mais spécialement sur le cinéma allemand
de la première partie du XXe siècle jusqu'à la guerre notamment, et toute cette phase qui moi est une de mes préférées, qui est le cinéma expressionniste, le cinéma de Weimar. Et ensuite effectivement elle va rencontrer du beau monde, c'est plein d'anecdotes personnelles, c'est une femme avec un caractère bien trempé, qui est extrêmement laborieuse dans le bon sens du terme, qui est à la fois une femme qui a épousé un petit peu toutes les avant-gardes de son temps, mais qui a été aussi dans la conservation et la transmission du patrimoine, et c'est grâce à elle aujourd'hui que la Cinémathèque française, qui n'a de française que le nom parce qu'elle est bien au-delà de ça, c'est une cinémathèque à dimension mondiale quant à l'objet de ses collections, quoi. Pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est vraiment très très émouvant et assez drôle de voir tous ces souvenirs-là. Et avec un très beau titre, J'avais jadis une belle patrie, de Lotte Eisner. Merci beaucoup, David Lépée. Merci à vous.